Deux hommes très influents au sein de la DZ Mafia sont désormais placés sous contrôle judiciaire en Algérie. Mehdi Laribi, appréhendé pour rappel fin juillet, et Rachid Djea, qui a subi le même sort au même endroit. Il a été donc appréhendé ce lundi en Algérie. Ces deux hommes sont libres actuellement. Rachid Djea, seconde arrestation donc d'une tête de pont de la DZ. Paris passe la seconde, sauf que personne n'est extradé pour l'instant. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça change, Raphaël Steinville ? D'abord, c'est un premier succès et le premier signe d'une reprise, d'une collaboration judiciaire entre la France et l'Algérie. Après, comme vous l'avez mentionné, en dépit de leur contrôle judiciaire, il y a peu de chances de voir ces deux individus extradés. Ce que ça permet, c'est que probablement, en tout cas il faut l'espérer, les enquêteurs français auront peut-être la possibilité de pouvoir les interroger sur place. Voudront-ils parler ? Voudront-ils collaborer ? Rien n'est moins sûr. Voudront-ils collaborer, effectivement. La dernière chose qu'il faut noter aussi, c'est que certes, ils ont été interpellés. Pour autant, est-ce que ces individus ont encore la place dans l'organisation telle que l'on se le figure. Alors, tous les observateurs, effectivement, vous avez raison, s'accordent à dire que ces deux personnes étaient déjà un peu reléguées au sein de la DZ Mafia. C'est ça, c'est l'une des interrogations. En fait, la DZ Mafia, comme souvent les organisations mafieuses, elle se reconfigure en fonction des menaces, elle se reconfigure en fonction des avancées, des enquêtes judiciaires qui peuvent mettre à mal leur organisation. Et il semblerait qu'ils n'occupaient plus les places qu'on leur prête, ou qu'en tout cas que Gérald Darmanin voudrait leur donner pour effectivement se pousser du col. Mais il faut malgré tout se réjouir de ces interpellations, se réjouir qu'elles interviennent après ce voyage de Gérald Darmanin en Algérie, parce que s'il est une certitude, c'est que ces individus, les autorités marocaines, la police marocaine, le renseignement algérien, savaient précisément où ils habitaient. Donc il a fallu quand même des mois avant qu'ils consentent à les interpeller. Je donne tout de suite la parole à Sabrina Medjaber, mais juste avant, j'aimerais que nous écoutions Sarah Doraghi, qui est journaliste. Elle intervenait sur CNews. Sarah Doraghi qui explique déjà le profil de Rachid Djea, et puis surtout elle explique que c'est un message fort envoyé aux cadres de la DZ Mafia. C'est un très bon message pour les cadres de la DZ Mafia qui avaient pour habitude de dire de toute façon on a la double nationalité, si ça va pas en France on peut toujours se planquer dans notre pays d'origine. Et bien là c'est un message fort qui est envoyé à ces cadres-là. Ils ne sont plus à l'abri non plus en Algérie par exemple. Voilà. Ça c'est un bon message. Sarah Doraghi sur CNews. Sabrina Medjaber, comment vous interprétez ce que dit justement Sarah Doraghi ? Message fort, parce qu'ils pensaient être à l'abri, ces deux personnes, ces deux hommes de la DZ Mafia, et visiblement ça ne suffit plus de se réfugier en Algérie. Oui, Sarah a tenu des propos très justes, car en effet ces cadres criminels pensaient certainement jouir d'une sorte d'impunité grâce à la binationalité, et notamment au fait, comme l'a souligné Raphaël, au fait que l'Algérie n'extrade pas ses ressortissants en cas de procédure judiciaire extraterritoriale. Ça ne s'est jamais vu. Voilà, donc c'est un vrai sujet, le fait de cette double nationalité, et le fait qu'ils puissent en effet espérer pouvoir être protégés et abrités de toute mesure ou de toute enquête diligentée à leur encontre. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que c'est vrai que certains commentateurs expliquent qu'il y a certainement une sorte d'amenuisement de leur rôle au sein de la DZ. Comme diraient les jeunes, est-ce que Rachid Djea et Mehdi Laribi sont surcotés ? Voilà, exactement. Pardonnez-moi. Exactement. Ce qui prouve déjà, en effet, la très bonne coopération entre la France et l'Algérie sur cette espèce de cartel de gang extrêmement dangereux. J'avais cité hier un professeur en sciences criminelles, Monsieur Perrier, je crois, si je me souviens bien, qui expliquait que après la Seconde Guerre mondiale, on n'avait jamais vu une organisation criminelle aussi puissante et aussi terrifiante. Et la difficulté pour les enquêteurs français, c'est alors non pas d'identifier et d'interpeller les cadres
que sont Mehdi Laribi et les autres, parce qu'il y en a quand même 3 autres, il me semble. Voilà. C'est la difficulté d'identifier l'ensemble des cadres de la DZ, puisque la DZ... Avec des ramifications aussi, et ça c'est très complexe, Sabrina Medjeber. La DZ Mafia, elle a cette singularité de ne pas fonctionner de manière verticale, comme on a pu nous connaître par les histoires de El Chapo, ou de Pablo Escobar, ou de Don Corleone. C'est un réseau très souple, tribal, éclaté, flexible, absolument, qui utilise les réseaux sociaux comme une réelle arme. Qui menace les journalistes, les juges également. De sous-traitance et de recrutement. Et en effet de menaces vis-à-vis de certaines personnalités du monde du rap. On se souvient de l'affaire du collaborateur de SCH, tout à fait. De la prison des Baumettes. La directrice des Baumettes avait été menacée. À Marseille, oui. On sait que là, ils avaient revendiqué le fait que ce n'était pas l'extirpation du maire d'Alès grâce au personnel du RAID. Christophe Rivin. Ils expliquaient que ce n'était pas eux, comme ils l'avaient fait après un meurtre commandité. Sabrina Medjeber, pardonnez-moi, Gérald Darmanin veut s'emparer de ce problème, de ce narcotrafic, et c'est vrai qu'il y a 3 structures de haute sécurité en France pour la haute criminalité, nouvellement Réau, une annexe à Réau, Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil. Alors, effectivement, on veut s'emparer de ce problème, le narcotrafic, mais est-ce que le mal n'est pas déjà fait ? Pardon, n'arrive-t-on pas un peu tard, Raphaël Steinville, Sabrina Medjeber ? Ce qui est certain, c'est que la puissance de la DZ Mafia et d'autres organisations criminelles comme le clan Yoda leur donne une force de frappe, des moyens financiers illimités face à un État qui est de plus en plus faible parce qu'il manque de moyens. Pour autant, il y a quand même une prise de conscience qui s'est opérée ces dernières années, c'est-à-dire que quand, encore quelques mois, quelques années, c'était exclusivement la police, les stupes qui s'étaient emparés de ces sujets. On voit qu'aujourd'hui, la classe politique, depuis peut-être l'évasion de Mohamed Amra et la prise de parole d'un certain nombre de magistrats, notamment devant une commission d'enquête sénatoriale, il y a eu une prise de conscience politique qui n'existait pas. C'est un sujet qui est absolument majeur, qui a des On a souvent longtemps été dans le déni, Raphaël Steinville, malgré tout. Et je pense que ce temps du déni, il est derrière nous. Pour autant, est-ce que les moyens sont suffisants ? Alors justement, Raphaël Steinville, il ne vous aura pas échappé qu'il y a parfois, et je ne veux pas évidemment tirer à boulet rouge sur l'administration pénitentiaire qui fait ce qu'elle peut, mais il y a malheureusement de la corruption au sein de l'administration pénitentiaire. Ça a été documenté, je ne le sors pas de n'importe où ce que je dis, et c'est vrai que n'est-ce pas un peu David contre Goliath cette histoire, parce que vous avez une administration pénitentiaire parfois qui manque de moyens, pour le dire pudiquement, pour quelques centaines d'euros, des fichiers très informatifs peuvent être vendus à des membres de la DZ Mafia, des numéros de téléphone et j'en passe. Est-ce que ça, c'est pas un problème, Raphaël Steinville ? Est-ce qu'on peut lutter à armes égales avec cette DZ Mafia ? Mais c'est un sujet majeur. Cette corruption qui, il y a encore quelques années, était jugée comme résiduelle, aujourd'hui, elle est documentée, vous l'avez dit. Mais ce n'est pas seulement l'appât du gain qui fait que des membres de la pénitentiaire ou des magistrats peuvent finalement se rendre complices de ces réseaux mafieux. C'est que ces réseaux mafieux, ils se montrent particulièrement menaçants. Ils connaissent tout de... Des pressions. Oui, et donc c'est par la famille, c'est par un certain nombre de biais qu'ils arrivent finalement à contraindre ceux qui se montreraient récalcitrants à l'idée de collaborer avec eux. Et aujourd'hui, l'État se montre rien que dans le port du Havre, impuissant. on le voit, il y a des pressions sur les dockers. Et bien sûr. Et voilà, Sabrina Medjeber effectivement le confirme, et Raphaël Steinville, oui, tout à fait. Mais c'est une évidence. Et comment protéger les personnels pénitentiaires, comment protéger la magistrature, comment protéger aussi un certain nombre d'élus qui, dans leur ville, aujourd'hui, font face à des clans qui sont plus puissants que les élus de terrain.
Bon, je me souviens qu'il y a quelques mois en Belgique, et personne n'a oublié cette séquence lunaire, le ministre de la Justice a été menacé d'enlèvement. Hein. C'était à l'état de projet, c'est resté comme tel, mais il y a eu menace, ce n'est pas anodin. Est-ce que le spectre belge est loin de nous, ou bien on n'est pas loin? Alors Sabrina le Medjeber. spectre belge, c'est une singularité, c'est la Mocromafia qui gère en effet tout le port d'Anvers et le port de Rotterdam. C'est une puissance de frappe hallucinante qui avait à l'époque C'est plus fort que la DZ, Sabrina Medjeber, vous qui connaissez particulièrement le quantitativement, sujet. je ne sais pas, mais ce qui est sûr et certain, c'est que le patron Redouane Tailly avait fait l'objet d'une enquête diligentée par Interpol et Europol, et que c'est allé très loin, puisque le procès déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu, était hallucinant. Il y avait des hélicoptères au-dessus de l'établissement pénitentiaire, etc. Et les membres, les petites mains, enfin en tout cas les personnes qui étaient en dessous de Redouane Tailly avaient même menacé de demander à Mark Rutte, ou en tout cas de faire de Mark Rutte une monnaie d'échange. Donc rendez-vous compte que cela peut aller très loin. Les journalistes ont été attaqués aux Pays-Bas, enfin, en tout cas des organes de presse ont été attaqués à la voiture bélier. Ils ont retrouvé notamment une application qui s'appelle Sky ICC, parce que la DGSI avait coopéré avec Europol à l'époque pour démanteler le réseau. Il y avait plus d'1 milliard de messages qui avaient été contenus, et c'est la raison pour laquelle, entre autres, nous sommes aujourd'hui en incapacité de devancer ces narcotrafics, parce qu'ils sont très astucieux. Ils ont évidemment cette manne financière qui leur permet d'utiliser des applications assez privées, même privées du coup. Ils ont la capacité de corrompre du simple agent pénitentiaire au magistrat, en passant par le politique ou l'élu local, ou le politique de façon plus large. Donc c'est un vrai sujet. La question de l'appareil d'État et de la réponse de l'appareil d'État face à ces gangs qui ont en effet une manne financière, une puissance économique qui dépasse largement parfois les boîtes du CAC 40. Sabrina Medjeber, Raphaël Steinville, on parle effectivement de ces jeux entre la pénitentiaire, les États, les mafias, mais moi j'aimerais que nous parlions quand même des consommateurs. Des consommateurs ont-ils une part de responsabilité dans le narcotrafic? Vous allez me dire oui, évidemment, j'imagine, mais est-ce qu'il faut, par exemple, une mise en examen pour complicité concernant les consommateurs? Est-ce que ça, c'est trop demandé, ou bien vous pensez que effectivement, ça pourrait en dissuader plus d'un? Sabrina Medjeber. Il y a deux sujets dans le sujet, c'est-à-dire il y a la question de la consommation, évidemment, qui doit être punie. Et elle l'est d'ailleurs. Alors, encore faudrait-il que les amendes puissent être recouvrées. Et il y a ensuite la question de la participation à la criminalité organisée. Quand on entend Éric Dupond-Moretti dire celui qui fume un joint a du sang sur les mains, évidemment que c'est une réalité, mais il n'y a pas de causalité directe entre le consommateur de joints et les tirs à la calache des quartiers nord de Marseille. Non, mais s'il n'y avait pas de clients, y aurait-il du narcotrafic? Évidemment que non. Mais le narcotrafic, ce n'est pas simplement de la cocaïne ou du shit comme il y avait il y a 10 ans. Vous savez que le Sénat a émis un rapport, il y a plus de 800 drogues qui circulent en France. On parlait de la Mocromafia. Vous savez ce que fait que la Mocromafia à Amsterdam? Elle propose directement et gratuitement de tester, comme ça dans la rue le soir, certaines drogues. Et c'est comme ça ensuite que les consommateurs s'y habituent et en redemandent. Donc c'est une technique de marketing, de street marketing, on va dire, ou de street commerce qui fonctionne. La polytoxicomanie est un vrai sujet en France. L'Observatoire français des tendances addictives montre l'explosion littérale de la consommation de hashish ainsi que de cocaïne. Alors il y a certes un problème existentiel, certes un problème de consommation, mais la criminalité organisée qui tue en permanence à travers les règlements de compte que l'on observe dans 79% de nos communes qui sont touchées, c'est un autre sujet auquel je pense le consommateur n'est pas directement responsable.